le 30 juin 1960, au moment de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, elle était comptée parmi les pays dotés des meilleures infrastructures scolaires de l'Afrique centrale et le niveau de l'enseignement était très élevé. Chers téléspectateurs des téléservices, bonjour. Mais depuis une génération, le niveau de notre enseignement connaît une chute vertigineuse. Les infrastructures se dégradent et ce n'est qu'à peine que nos finalistes de secondaire peuvent bien lire et écrire. Le mal est donc profond. Pour en savoir un peu plus, nous sommes venus nous enquérir auprès de M. Nzita, promoteur des écoles et universités. Bonjour M. Nzita. Bonjour Mme Kabongo. Et quelle différence y a-t-il entre éducation et enseignement? Mais je pense qu'il y a d'abord une différence entre l'éducation et l'enseignement. La personne éduquée, c'est la personne qui a été désormais transformée par les connaissances qui ont nettoyé les choses négatives et maintenant il est en train de vivre ce qu'il connaît rationnel. Ici donc moi je définis l'éducation étant les logiciels de base sur lesquels rebondit l'individu face aux circonstances de la vie. On peut être instruit, on peut avoir beaucoup d'enseignement, mais pas être éduqué. Alors, l'enseignement, c'est l'ensemble des connaissances jugées utiles pour la formation future de quelqu'un qui doit les utiliser pour gagner sa vie ou son pain. Et deuxièmement, pourquoi l'éducation à l'époque coloniale était efficace et à notre époque n'est pas vraiment efficace? L'enseignement actuel, pourquoi il n'est pas efficace? Eh bien, parce que nous avons voulu élastiquer le temps. Un programme d'une nation, c'est toujours une génération. Une génération, c'est 25 ans. Donc, normalement, l'éducation n'est pas statique, elle est dynamique. Elle doit répondre aux besoins réels de la société. Donc, les besoins de l'époque coloniale ne sont pas les besoins du Congo actuel. Pendant que l'époque coloniale, on formait des commis. Aujourd'hui, on veut former quelqu'un qui va aller à la Lune. Et ainsi de suite. Donc, nos besoins, nos ambitions, nos idées ont changé. Et malheureusement, nous avons maintenu le même style, comme si on formait encore la personne du gouvernement colonial. Dites-nous, M. Nzita, à quoi est due la crise qui frappe notre système de l'éducation il y a maintenant 30 ans? Justement, on est indépendant en 1960, ce qui veut dire que 25 ans après, notre système éducatif devait avoir eu une refondation profonde. Malheureusement, il n'en a pas eu. Et il y avait une certaine résistance au changement quant à ce qu'il faut faire. Et nous avons grandi en tant que population, nous avons d'autres ambitions, et il y a eu aussi d'autres défis. Alors, le colonial n'a pas préparé les Congolais à prendre tous les échelons de la vie, et les nouveaux Congos anticipaient que les Congolais allaient répondre à tous les besoins. Mais ce n'est pas seulement la question là. Nous avons peu investi dans l'éducation. Ça, c'est la première raison. Il y a un budget relativement réduit qu'on alloue à l'éducation. Deuxièmement, nous n'avons pas utilisé beaucoup d'imagination. C'est que les mêmes programmes qu'on a laissés, les mêmes vieux syllabus qu'on a copiés à gauche à droite, qu'on a continué avec pendant très longtemps. Et finalement, on n'a pas pensé que chaque année, il y a plus d'enfants qui naissent, qui deviennent plus grands, plus grands, plus grands. Alors maintenant, il faut les former. Et nous n'avons pas formé les enseignants. Il y a une crise criante, pas de l'enseignement, mais des enseignants à tous les niveaux dans ce pays. Que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université, il y a un déficit criant de l'enseignant. Pourquoi pendant tous ces temps, l'État n'a jamais songé à réformer le système d'éducation dans notre pays? L'État a songé, mais l'éducation est un domaine qui est parfois utilisé par les charlatans
en les rendant un domaine politique. Donc l'éducation, pas seulement au Congo, mais je parle de l'Afrique en général, a été politisée. C'était là où on arrive à garder certaines choses qu'on va faire d'une manière cosmétique sans réellement savoir la profondeur. Je voudrais m'expliquer. Nous avons déjà eu au Congo 4 réformes, mais toutes ces réformes réellement ont déformé l'enseignement parce que ces réformes n'ont pas posé les vraies questions. Quelles sont les vraies questions? Quels sont les défis réels de l'enseignement aujourd'hui? Où est la place réelle du Congo par rapport au monde? Qui est l'enfant congolais conforme pour quelle fin? Et quels sont les moyens que nous allouons à ça? Alors on a rendu ça plus un moyen de propagande, de publicité, que nous avons instrumentalisé malheureusement un domaine précieux de l'enseignement pour seulement des fins politiques. Je donne un exemple. Dans toutes les écoles de l'Afrique ou du Congo, on donne un cours d'éducation à la citoyenneté. Donc, pendant la Deuxième République, c'est le moyen qu'on avait, l'instrument Kanakabori. Alors, mais l'éducation à la citoyenneté n'est pas et n'a jamais été un cours pour l'université. Dans tous les pays du monde, sauf ici. C'est un cours qu'on donne à l'école secondaire. C'est là où l'homme qui devient citoyen avant qu'il vote, la moins de 18 ans, apprend à travailler ici. Chez nous, c'est un cours d'université. Donc, il y a quand même des problèmes par rapport aux priorités que nous n'avons pas vues. Et il n'y a pas une vision éclectique qui va mettre toutes les bonnes choses qu'on a de part à autre pour les donner la chance à ce que l'éducation réponde aux besoins réels du développement de notre pays. Et est-ce qu'il faut réformer le système de l'éducation à l'RDC? Par où faut-il commencer? Il faut commencer par l'école maternelle. Vous voyez que le Congo, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles maternelles partout. Il n'y a pas une seule école qui forme un enfant maternel. C'est pourquoi il y a beaucoup d'aventures là-bas. Vous avez des gens qui ont première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle. Non. La préscolaire, c'est à 5 ans. Bon, si on a quelque chose avant ça c'est la crèche. Ce n'est pas encore. L'enfant n'apprend pas à l'âge 3 ou à l'âge 2. Si vous voulez le babysitting, ça peut commencer à partir d'un jour. Vous voulez la crèche à partir d'un mois, ainsi de suite. Mais quand on veut avoir un système éducatif, donc l'école, la formation préscolaire, c'est à 5 ans. Alors, il n'y a pas une seule école à Kinshasa aujourd'hui, nous en faisons bien entendu, nous sommes une exception, qui forme les étudiants en préscolaire. Et on pense qu'on peut les étudier par les séminaires qu'on va participer. Non. La personne qui forme la personne au préscolaire, c'est un professionnel qui a fait des temps, une licence avec ça. Et puis on va former l'école primaire. Mais dès qu'on finit l'école primaire, il faut revoir les secondaires. Donc, les cheminements que nous avons là-bas, il y a trop de spécialisations secondaires. Et revoir rapidement la question de l'examen d'État. Pourquoi? L'examen d'État ne répond plus aux besoins des Congolais aujourd'hui. C'est devenu, ça ne reflète plus la réalité où la personne qui est intelligente, qui a réussi, ou qui non intelligente, qui n'a pas réussi. Donc, je pense que nous devons répondre immédiatement à partir des maternelles jusqu'en 6e et secondaire, et maintenant à l'université, ne pas faire autre que ce que le monde fait, n'allez pas contre le courant. Le Congo doit non pas parler et promettre et penser qu'on va avoir le LLD, s'engager à ça. Et je pense que comme nous sommes déjà là depuis 1993, nous y faisons, nous sommes prêts à partager ce que nous avons vu ici, quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, nous voulons partager. Mais le Congo ne doit pas faire les contre-courants, on ne nationalise pas, on ne joue pas la carte des nationalismes avec l'éducation. L'éducation est universelle et ça détruit les barrières de race, de culture. Nous devenons tous une science que nous cherchons, et le Congo doit joindre la conférence des nations civilisées. Quel doit être l'apport des privés dans la réforme de notre système de l'enseignement? Bon, les privés ont contribué beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, nous avons, je parle de ce qui concerne ici. Si aujourd'hui, au Congo, nous avons la mathématique
informatique et télécommunications, nous étions les premiers à introduire à Kinshasa les maths info. Ça, ce n'est pas un secret. Nous étions les premiers à introduire les droits des affaires. Les privés, c'est ça. Nous-mêmes ici à l'Université nationale, nous avons introduit ça ici. La première licence en développement, on a introduit ça. Donc le privé n'est pas antagoniste avec l'État, nous formons les mêmes enfants, mais ça créera ce qui est important, ce qui est indispensable, la compétition. Parce que sans compétition, l'université est nulle. Dès que l'université s'appuie sur la force des ministres, elle n'existe plus. Elle existe quand elle s'appuie sur la force de l'académique, la force de la science, de la recherche, de cette chose-là. Mais dès qu'on a que les ministres, mais les ministres, finalement, il n'existe plus, ça devient la continuité de la politique, et là, ça dérange tout. Combien d'années devons-nous attendre pour que notre enseignement retrouve sa qualité de l'époque précoloniale et post-coloniale? La question que vous posez est tellement importante, et je voudrais la répondre en proposant quelque chose rapidement. Le Congo a besoin, dans les 2 ans et demi à venir, de former rapidement 8000 professeurs avec des doctorats. D'abord en médecine. En médecine, vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la publicité à la télévision, il y a des gens qui viennent de Bangkok vendre la médecine ici, qui viennent de l'Inde vendre la médecine ici. Donc, les patients congolais, c'est une marchandise importante à travers le monde à exporter. Donc, il faut rapidement maintenant prendre toutes les branches biomédicales, donc l'immunologie, la pathologie, la virologie, et ainsi de suite, et former rapidement des scientifiques dans ces domaines-là pour que nous ayons des professeurs qui vont répondre aux besoins de la formation médicale. Parce que les professeurs en médecine, on n'en a vraiment pas maintenant à Kinshasa. Ça, c'est le 1. De 2, il faut former les enseignants au niveau d'autres facultés. Donc, je pense que l'IPN, par exemple, doit avoir une mission tellement importante de créer rapidement un programme de doctorat que ceux qui ont déjà la licence entre un master et avoir un doctorat rapidement. Et ceci, on peut le faire en faisant des alliances avec d'autres pays, et nous pouvons le faire, on a déjà ces contacts-là, pour que nous puissions travailler ensemble rapidement. Alors, quand nous avons fait ceci, il faut que le Congo crée National Institute of Health, c'est un institut national de la santé. C'est que là où les gens, les services se retrouvent pour arriver à penser quels sont les problèmes de santé publique. Et puis, un centre de contrôle de maladies qui seront attachés à cette formation doctorale. Donc, aujourd'hui, c'est tellement impératif que nous puissions avancer avec une révolution de la science, de la modernité peut-être, pour créer aujourd'hui la passerelle de former au moins 8000 docteurs, professeurs dans les 2 ans et demi. Sinon, le Congo est en péril. Quelle pourrait être votre contribution dans la réforme de notre système de l'enseignement? Bon, dans la réforme, je pense que je viens de lancer un défi. Le premier, c'est que je ne dois pas mâcher les mots. Nous étions parmi les premiers qui avons introduit dans ces pays les LMD. Maintenant, je suis en train de voir les recherches. Vous m'avez vu quand je suis avec les étudiants avec les recherches. Le Congo doit parler énergie. Aujourd'hui, on nous amène de nouvelles choses qu'on n'a pas encore testées. On me parle de Gétropha, par exemple. Écoutez, on a des plantes. Demandez les gens qui sont de Bandundu. Une plante qu'on appelle Zaïg, ou bien qu'on appelle fontaine, autre chose. Ces plantes ont été lancées dans notre pays, que ce soit les Bas-Congo, les Bandundu, et qui ont dérangé notre écosystème, qui ont dérangé notre biome. Aujourd'hui, il y a les bananes qui ne produisent plus comme on le faisait. Donc, toutes les nouvelles colonies de plantes qui vont venir ici doivent être étudiées minutieusement. Nous sommes, nous autres, ici, à l'Université chrétienne internationale, totalement contre, avec l'idée d'introduire les Gétropha. Bien sûr que ça donne beaucoup d'argent, on n'est pas d'accord avec ça. Nous avons par contre une autre approche. Nous avons commencé ici avec les biocarburants. La première production de biocarburants en RDC était faite ici à l'ICI avec nous. Maintenant, nous n'allons pas sacrifier ce que nous mangeons, donc
penser que mettre le maïs en place le carbone seulement, mais nous proposons ceci. Pourquoi ne pas, avec une pierre des coups, nous pouvons faire des choses. Premièrement, il nous faut une gestion scientifique de nos forêts. Ça s'appelle la sylviculture. Alors, que dans chacune de nos forêts, nous avons beaucoup de gros fruits que personne ne mange, sauf un peu d'animaux. Alors, pourquoi ne pas prendre ces fruits-là qui tombent, et pendant qu'on y passe, on les récolte, on va avoir l'éthanol, on peut les faire, on l'a déjà essayé, nous sommes déjà très loin avancés avec ça. Alors là, on peut prendre ça pour faire l'éthanol avec les fruits qui tombent dans nos forêts, notre forêt équatoriale, au lieu d'aller d'abord planter d'autres arbres. Et puis, pendant qu'on les fait, qu'on récolte ça, donc les gens du milieu rural auront un peu d'argent, mais on va aussi faire les traitements scientifiques de nos forêts, la sylviculture. On va maintenant encourager immédiatement l'écotourisme, que les gens viennent, parce que le Congo, c'est un monstre touristique. Imaginez-vous quelqu'un qui va voyager du bas Congo et monter partout et passer Saint-Ly, et c'est quoi? C'est incroyable. Mais là, ça pourrit pour rien. Et là, nous pensons que nous autres, nous sommes en train de contribuer à refuser qu'on puisse nous faire avaler n'importe quoi. Nous ne voulons pas de nouvelles plantes ici sans que nous ayons fait une étude minutieuse. Mais alors, avant d'y aller, il faut que nous avons maintenant. Donc nous pensons que nous autres, nous voulons contribuer là-bas. Et nous voulons contribuer aussi comment? En disant aux Congolais, à nos frères, laissons l'aventure très loin. Le système LMD n'ira nulle part. Elle est venue pour rester. Nous n'allons pas penser qu'on va la voir, qu'on va la voir. On doit la voir maintenant et maintenant et maintenant. Et finalement, comme je disais, il nous faut une violence réelle, une révolution réelle pour créer au minimum dans les 2 ans et demi à venir 8000 nouveaux professeurs. Sinon, nous sommes en péril. Mais c'est une dit que le débat est tellement intéressant, mais le temps nous est épargné. Peut-être prochainement nous reviendrons pour continuer ce débat. Alors pour nous séparer avec vous, que dites-vous à ce vous suivre? Le Congo, c'est une terre de l'espoir. Nos défis ne sont que ce qui a nos possibilités. Nos différences ne sont pas aussi grandes que ce qui nous unit. Donc, j'en appelle aux Congolais de penser à 3 choses rapidement. D'abord, il nous faut un devoir, un sens du devoir à cette nation. Nous appelons donc à ceux qui pensent à déchirer encore les pays que nous voulons le sens du devoir, où nous allons faire tomber nos petites ambitions et nous voir unis dans un pays que nous allons bâtir tous. Et donc, il faut une défense. Partout où le Congo est touché, un seul centimètre qui est touché, eh bien, nous sommes tous touchés. Et troisièmement, il faut une diplomatie réelle. Donc, le Congo ne doit pas piétiner sur les choses qui vont rendre notre pays un peu inquiétant d'être avec nous. Donc nous voulons que les droits de l'homme soient respectés, que la liberté d'expression et toutes les libertés fondamentales soient respectées, afin que le Congo devienne un pays non pas fréquentable sur papier, mais où les gens veulent vraiment venir et trouvent que nous sommes des hommes prêts à participer dans la mondialisation et que nous avons notre part et que les autres sont bienvenus chez nous. Et je dis à la jeunesse, nous n'allons pas nous fatiguer à voir que ce système archaïque de l'enseignement soit banni et que nous entrons dans la modernité, mais les changements, on les résiste toujours, donc nous allons accepter tous les coups qu'on nous donnera, que ça vienne de gauche, de droite ou quoi, nous allons les avaler, pourvu qu'en fin de compte, les changements viennent. Donc, je suis un homme heureux qu'aujourd'hui, le Congo a déjà opté pour les LMD, pour lesquels j'ai milité pendant beaucoup d'années, et j'espère que maintenant, ça ne sera pas seulement un slogan, mais que le Congo a entré réellement et définitivement dans la modernité en s'engageant en système moderne de LMD. Et que Dieu bénisse les Congolais. Chers téléspectateurs, c'est un débat que nous venons d'ouvrir dans Téléservice. Ceux d'entre vous, chers téléspectateurs, qui veulent apporter quelques contributions à ce débat, nous contactent après. Merci et à vendredi prochain. Au revoir. Yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo bokomisaka ye kisalo nango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisalo nango na yo